Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet entretien nous est accordé par le président du PNDS Taraya, M. Bazoum Mohamed. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat de votre parti pour le présidentiel du 27 décembre prochain. Vous avez entamé une longue tournée de proximité pendant plus de 4 mois. Vous êtes pratiquement au terme de cette tournée. Et quel est le bilan que vous pouvez dresser aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut savoir si votre objectif est atteint aussi? Oui, mon objectif était d'aller partout où je le pourrais. Et le cahier de charge qui m'a été assigné par la direction de mon parti, c'était de visiter tous les chefs-lieux des communes, de façon à avoir une idée précise de la situation qui prévaut sur l'ensemble du territoire de notre pays, faire une évaluation du travail que nous avons accompli sous l'autorité du président de la République, ce qui serait une façon de faire le bilan de l'action du président sur les 10 ans de ces 2 mandats. Et ensuite, surtout, écouter les populations dans ce qu'elles vont nous dire à propos de leurs attentes pour l'avenir, une manière de voir ce qui reste du chemin que nous avons à parcourir et prendre en compte toutes ces doléances dans le programme que nous sommes en train d'élaborer et qui est sur le point d'être achevé, de façon que nous présentions quelque chose aux Nigériens qui repose sur les attentes des populations directement. Je suis très satisfait du travail que j'ai accompli parce que j'ai visité 200 localités à peu près. Et ensuite, je puis savoir ce que les populations attendent de nous et je donnais les instructions à mon comité de campagne pour que certaines des idées que nous avons eues à partir de ces contacts soient intégrées dans notre programme. Et lorsque nous sortirons ce programme et que nous entrerons dans la campagne, nous ferons des propositions qui sont fondées sur des réelles attentes et non des choses que nous avons imaginées en étant assis dans nos bureaux. Alors, Président, certains de vos adversaires vous accusent d'être entrés très tôt en campagne et en même temps, d'autres parmi eux contestent votre nationalité. Qu'avez-vous à leur dire? Vous posez 2 questions importantes et je vais les sérier dans les réponses à vous apporter. On m'a reproché à un moment donné, et j'ai l'impression qu'on ne le fait plus maintenant, d'avoir été en campagne avant l'heure. Ceux qui le disent sont des gens qui, eux, n'ont jamais fait ce travail de proximité, sans se rendre compte que nous, c'est tout simplement notre identité, cela. C'est connu de tout le monde que le président Issoufou est l'homme politique qui a visité le plus de villages au Niger. S'agissant de la deuxième question que vous posez, oui, en effet, vous avez dû suivre ce débat qui a empoisonné l'atmosphère depuis bientôt 2 ans. Que ma candidature était dans l'air et qui s'est évidemment accentuée, en particulier depuis le 30 mars 2019 que j'ai été investi candidat de mon parti. Au départ, on utilisait certains arguments auxquels on a renoncé par la suite, par la force des choses, pour en exploiter d'autres. Tout est parti de l'article 47 qui parle de la nationalité d'origine des candidats à la présidence de la République. Il y en a qui, tout de go, ont considéré que je n'étais pas un candidat qui remplissait cette condition parce que je ne serais pas nigérien d'origine. En tout cas, je les ai entendus à plusieurs reprises dire que je ne suis pas un Nigérien d'origine. Je les ai entendus dire que certains sont des Nigériens d'origine et c'est devenu presque leur titre. Monsieur Intel, Nigériens d'origine. Et ce sont nos principaux adversaires. Cela par opposition au candidat que je suis, qui ne serait pas un Nigérien d'origine. Et évidemment, cette campagne qui est idéologique a donné lieu à des arguments qui ne sont pas des arguments qu'on doit utiliser dans un régime de démocratie. Parce que tout simplement, ils prennent un tour xénophobe, raciste, haineux, de discrimination et de tension sur le tissu de notre pays. Mais pour nous,
évidemment que ce débat n'avait aucune valeur juridique. Je vais donner quelques explications. Nous, ça ne pouvait pas nous intimider. Parce qu'en vérité, si moi, j'accepte tard que je ne serais pas nigérien d'origine, il ne devait pas nous alerter. Parce qu'en disant que je ne suis pas nigérien d'origine et que je ne remplissais pas la condition relative à cet aspect de choses prévues par l'article 47, et ils nous demandent de changer de candidat. Je ne pense pas qu'ils sont là pour nous rendre service. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils ont envie de nous alerter pour que nous changions. Ils savent que nous ne changerions pas. Ils savent que je ne suis pas concerné par cet aspect des choses. Mais ils maintiennent et ils insistent sur cette question pour exacerber une certaine tension et exploiter des sentiments qui ne sont pas ce qui caractérise le mieux les hommes de toute façon. Ils veulent instrumentaliser un débat qui est un débat de division, de haine et de xénophobie parce qu'ils établissent des préséances entre les Nigériens. Ils considèrent que certains sont des Nigériens d'origine par essence et d'autres, par essence également, ne seraient pas des Nigériens d'origine. Or, du point de vue strictement juridique, la question elle est réglée par la loi numéro 1961-26 du 12 juillet 1961 déterminant la nationalité nigérienne. En effet, dans le titre 2, qui est intitulé de l'attribution de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, il est écrit à l'article 7, très clairement, est nigérien, c'est-à-dire au sens du titre 2 de cette loi de 1961, tout individu né au Niger, d'un ascendant direct au premier degré, lui-même né au Niger. Et en alinéa 2, il est écrit et présumé remplir cette double condition, celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger. Le Niger n'ayant pas de code de nationalité, en 1961, une loi a été élaborée pour dire qui est nigérien d'origine, tenant compte de l'état rudimentaire de l'état civil à l'époque, et n'étant pas sûr des conditions du respect de cette disposition du premier alinéa de l'article 7, le législateur, en 1961, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, a eu recours à ce qu'on appelle la présomption légale et a décidé que tous qui étaient au Niger, avaient une résidence au Niger, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. C'est ainsi que tous les ressortissants d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs qui étaient dans l'administration du Niger, dont certains d'entre eux étaient ministres, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. Tous ceux qui, par le phénomène naturel des migrations, se sont retrouvés sur notre territoire à partir de cette date-là, sont considérés comme des Nigériens d'origine. Seuls sont exclus de cette possibilité les enfants des agents diplomatiques étrangers nés sur le territoire de la République du Niger. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'abrogation de cette disposition, tous qui sont nés au Niger, quel que soit le moment où ils sont arrivés, sont considérés comme des Nigériens d'origine. Et moi, je ne suis pas fils de diplomate, que je sache. Donc, par conséquent, je suis comme tous ceux qui se sont retrouvés sur le territoire du Niger à partir de cette loi, nigérien d'origine. Donc, du point de vue de la loi, cette question, elle est claire et elle est réglée. C'est pourquoi nous n'avons jamais été impressionnés par le débat qu'ils étaient en train de faire, parce que nous savons qu'ils le faisaient pour amuser la galerie ou tout au plus abuser de l'ignorance de ceux qui les soutiennent pour continuer à distiller le venin de la haine ethnique auquel ils se sont livrés tout simplement. Et c'est sa chance-là que nous avons fait peu de cas de leur débat malsain et nous avons avancé dans le travail que j'étais en train de faire sans jamais croire qu'ils étaient en train de faire cette agitation. Vous aurez constaté que nous ne leur avons jamais répondu et nous avons mis un point d'honneur à ne jamais leur répondre parce que c'est un débat qui mérite qu'on le traite avec seulement le mépris du silence auquel il a droit. Voilà donc ce que j'ai à dire sur cet aspect des choses. Mais vous aurez constaté que par la suite, leur position a évolué.
ils ont cessé d'invoquer l'argument de l'origine de ma nationalité et se sont appesantis sur mes pièces d'état civil en disant que j'ai un certificat de nationalité qui est frauduleux. Ils l'ont tellement dit qu'ils ont été obligés par la suite de même apporter la preuve que mon certificat de nationalité est en effet falsifié en saisissant deux juridictions, le procureur de la République du tribunal de Difa d'une part et la Cour constitutionnelle du Niger d'autre part. Et je voudrais expliquer aux Nigériens l'état de mon état civil à moi, l'état de mes pièces d'état civil. Moi, je suis né en 1960 à Belabérine, dans ce qui est aujourd'hui le département d'Ongourti, qui naguère était intégré dans le département de Ningimi. Mais je me suis retrouvé en 1966 à Tesker, où j'ai été inscrit à l'école nomade de Tesker. Et en 1967, plus précisément, le 26 juin 1967, mes parents ont pu me faire délivrer un certificat de notoriété tenant lieu d'acte de naissance au tribunal de première instance de Niamey. C'est le certificat de notoriété numéro 118, délivré par le juge du tribunal Issa Yassambou Meiga et le greffier Hamidou Sissé. Sur ce certificat de notoriété, il était mentionné nationalité nigérienne. Un certificat de notoriété, comme son nom l'indique, tient lieu d'acte de naissance. Mais il peut être délivré par un juge à l'issue d'un jugement pour une personne sans que le juge soit du ressort de la zone géographique où est née la personne. Moi, étant né dans le département de Ningimi, c'est un juge de Niamey qui me l'a délivré. C'est un document authentique, c'est un document que j'ai eu dans mon dossier scolaire. Et c'est sur la base des informations de ce document-là que je passais le certificat d'études primaires et toutes les informations contenues dans ce document sont contenues dans mon diplôme du certificat d'études primaires élémentaires. C'est avec lui que j'ai eu ma bourse d'études scolaires, j'ai fait mon BEPC et quand j'ai passé le bac, devant toujours faire un jugement supplétif à Ningimi et n'ayant pas eu la chance de le faire, je continue à utiliser mon certificat de notoriété qui a été accepté par l'administration pour que je sois en seconde, pour que je fasse mon bac et que j'ai la bourse. C'est le même document qui a été mis par l'administration de mon lycée dans mon dossier, qui a été envoyé à la Commission nationale de bourse et qui m'a élu à l'accès à la bourse. Et j'ai été orienté à l'université de Dakar pour faire philosophie. J'ai établi depuis toujours mes cartes d'identité avec ce même document et c'est avec lui que j'ai fait mon passeport pour aller à l'université de Dakar. Et quand j'ai fini mes études à Dakar et que je suis rentré, pour être accepté à la fonction publique, il fallait avoir un certificat de nationalité. Et on m'a dit, pour que tu puisses avoir un certificat de nationalité, il faut que tu disposes d'un jugement supplétif de toi-même et d'un de tes parents. Je disposais depuis mars 1978 d'un jugement supplétif de ma mère. Mon père, il va le faire par la suite. Donc, c'est avec ce jugement supplétif de ma mère que je suis allé à Difa. Je suis allé en juillet 1985 pour me faire établir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance que j'ai eu le 10 juin et je suis venu à Difa. Le lendemain, on m'a établi avec mes deux documents mon certificat de nationalité qui date donc par conséquent du 11 juillet 1985. Voilà ma situation. J'ai été victime du fait que j'ai dû faire mon école primaire hors du département dans lequel j'étais né. J'ai eu quelques difficultés que je n'ai pu résorber que lorsque j'ai grandi, que j'ai eu des capacités moi-même de me déplacer, d'aller trouver les personnes qui peuvent témoigner de ma naissance, qui l'ont fait devant un juge. C'est un jugement, ce sont des personnes qui comparaissent devant un juge. On a tout un registre auquel on peut se référer et de cette façon tout à fait régulière, sur le tard, c'est vrai, j'ai eu mon acte de naissance et j'ai eu mon certificat de nationalité de la façon la plus régulière.
Alors, Monsieur le Président, ce document est régulier, comme vous le dites, mais pourtant, ceux qui ont attaqué votre nationalité en justice ont présenté un document qu'ils disent être falsifié. Qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, cette campagne sur la fiabilité de mes actes d'état civil, c'est ces dernières semaines seulement que je commençais à l'entendre. Ils ont manifestement changé de fusil d'épaule. Ils ont pu comprendre que l'argument selon lequel moi je ne serais pas un Nigérien d'origine ne peut pas prospérer, et il leur fallait trouver un autre argument. Et l'argument a consisté à dire que mon certificat de nationalité est faux. Pour cela, ils ont présenté un certificat de nationalité qui comporte des choses, en effet, de nature à indiquer très clairement que mon certificat de nationalité est faux. Mais je veux vous dire que ce certificat qu'ils ont présenté, il n'est pas mon certificat de nationalité. Il a deux tares. La première tare consiste dans le drapeau à écrire République du Niger, Cour d'appel de Zender, Tribunal de Difa. La deuxième tare, c'est que moi, mon certificat de nationalité comporte le numéro 99, section de Difa, barre SD. Le leur comporte le numéro 140, barre SD. Je vais vous dire, moi, mon certificat de nationalité, son drapeau, c'est Cour d'appel de Niamey, Tribunal de Zender, section de Difa. Et je vais leur dire que ce certificat de nationalité, je l'ai présenté dans mon dossier de candidature à la députation en 1992, avant la création de la Cour d'appel de Zender. Et c'est passé devant la Cour suprême. Comment la Cour suprême aurait pu ne pas constater qu'il y était mentionné au Cour d'appel de Zender qui n'existait pas? Et je les ai vus même adjoindre le journal officiel créant la Cour d'appel de Zender en 1993 comme preuve de ce que je procédais à une fraude pour avoir mon certificat de nationalité. Il s'est agi de leur part d'une falsification, d'un faux. C'est ce document-là, faux, qu'ils ont remis à ceux qui ont saisi le procureur là-bas, et c'est le même document faux qu'ils ont utilisé ici pour saisir la Cour constitutionnelle. Je voudrais vous dire que celui qui a été le plus actif parmi eux pour collecter les signatures des candidats à la présidence, pour m'attaquer, parce qu'il fallait avoir une qualité, et pour cela il fallait être candidat, pour dire que mon certificat est faux, la Cour n'a qu'à statuer sur justement le faux de mon certificat de nationalité. Celui qui a passé dans tous les sièges de partis politiques, qui a mentionné son nom le premier, M. Hama Amadou, et puis il a aligné tous les autres noms. Il est passé dans tous les sièges des partis politiques la veille de son départ, requérir leur signature. Certains l'ont signé, d'autres ont refusé, et en le déposant, lui ne l'a pas signé. C'est la preuve qu'au moins lui sait que ce certificat de nationalité est un faux et qu'il a dupé ceux à qui il l'a présenté et qui ont benoîtement accepté de le signer en lui faisant certainement confiance. Il s'agit d'un faux, et ceux qui ont saisi le procureur, eux aussi ont utilisé le même document. Il s'agit de leur part d'une grave infraction punie par la loi, et je compte demander à mon avocat de saisir la justice pour ce faux qu'ils ont utilisé à l'effet de nuire à ma réputation et même à provoquer une situation de trouble, tout simplement. Voilà en vérité ce qui s'est passé. Vous voyez que n'ayant pas pu, par des moyens loyaux, en quoi que ce soit, entacher ma candidature et y faire obstacle, ils ont dû recourir à des méthodes comme ça, tout à fait vulgaires, qui dénotent l'état de leur moralité, tout simplement. Maintenant, je voudrais revenir sur un aspect de ce débat-là. Quand vous avez un groupe de personnes qui considèrent qu'ils peuvent décider de qui est nigérien, de qui ne l'est pas, on est dans une situation très grave quand même. Vous savez, ces personnes-là, pour certaines d'entre elles, ont la conviction qu'elles sont les seuls Nigériens. Et
qu'il ne dépend que d'eux de dire qui est nigérien et qui ne l'est pas. Dans des groupes de ce genre-là, la vérité est toujours dite par les simples d'esprit. Et vous vous souvenez de la déclaration de leur simple d'esprit. Elle avait consisté, à l'occasion du dernier meeting de l'Oumana, à dire « Monsieur Bazoum, on vous a donné la nationalité et cessez de nous menacer. Cessez de vous comporter comme vous le faites. On vous a donné la nationalité. » Vous voyez, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a une instance qui consiste dans leur groupe-là à décider de qui est nigérien et qui n'est pas nigérien. Ils ne considèrent pas que moi, pour être né au Niger, pour être né de parents qui sont nés au Niger, de grands-parents eux-mêmes nés au Niger, ils considèrent que je ne suis pas nigérien. Tout comme il avait traité Maman Abou il y a quelques années de cela d'apatride. Et dans sa réponse, Maman Abou, il y avait indiqué que lui, il était descendant de Kaoussen. Et comme tel, il ne pouvait pas être un apatride. Et à moi, quand il dit « nous vous avons donné la nationalité », il insinue que moi, j'étais un apatride. Et il a fallu la faveur qu'eux, ils m'aient faite pour que je devienne nigérien et je dois m'accommoder de cet avantage qu'ils m'ont donné et de ne pas franchir une certaine ligne et prétendre diriger ce pays. Un autre avant lui, il avait appelé les jeunes à se mobiliser car il leur disait, vous vous rendez compte, c'est quelqu'un de Tesker qui veut nous diriger. Dans ce cénacle-là, vous avez des personnes qui pensent comme ça, que les Nigériens, ils sont de deux catégories. Il y a ceux qui sont légitimes, à qui le pays appartient, et il y a les autres à qui les premiers peuvent consentir la faveur de leur accorder la nationalité ou la leur refuser, mais qui doivent savoir qu'ils sont en situation de minorité citoyenne à tous égards, même sur le plan juridique. Ça, ce n'est pas notre vision à nous des choses, mais ce n'est même pas la vision de tous les Nigériens, parce qu'en même temps qu'eux, ils agitent cela, moi, mes meetings ne font que prendre de l'ampleur et de la consistance. Et j'ai pu vous dire qu'à l'occasion de ces tournées que j'ai eu à entreprendre, j'ai été en face à des situations où j'ai été heureux, comme jamais personne peut-être ne l'a été au Niger. J'ai entendu des choses qui ont été particulièrement émouvantes et qui m'ont renforcé dans mes convictions que nous avons un très beau pays. Alors, les Nigériens ont connu Bazoum Mohamed en politique, mais il y a eu un parcours avant la politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours à vous? Mon parcours, il a toujours été politique, moi. Moi, je suis arrivé à la politique en 1978, par moi-même, à la bibliothèque de l'ambassade de France, à Zender. Moi, j'ai eu un contact avec des livres qui m'ont formé et qui m'ont forgé une conscience, qui m'a fait entrer en politique comme on entre en religion. J'ai lu Aimé Césaire, j'ai lu Frantz Fanon, j'ai lu Louis Althusser déjà. Moi, en classe de terminale, j'ai lu Dialectique de la nature de Engels. J'ai lu Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande. J'ai lu l'idéologie allemande de Karl Marx. Et j'ai lu aussi la 11e thèse sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Et à partir de 1979, à mon année de terminale, j'ai décidé de transformer le monde. C'est du moins l'illusion que moi j'ai eue et l'ambition qui a été la mienne. Et je suis définitivement entré en politique et je n'en suis jamais ressorti. En 1983, lorsque l'USN, dont j'animais la structure de Dakar, avait engagé une grève au mois de mai, une partie de la direction de l'USN avait été arrêtée et transportée à Daoutimi pour y être internée. L'autre partie a fui à pied pour entrer en territoire burkinabé. Nous nous sommes réunis, un certain nombre d'entre nous, et nous avons décidé de créer un groupe politique parce que nous nous sommes dit que nous étions exposés au risque comme nos aînés
ou de sombrer dans l'alcoolisme ou de nous faire récupérer par le régime ou même de subir un sort comme celui d'Alat Mogaskia qui a été emprisonné à Oualam 6 mois seulement après qu'il a quitté les bancs de l'université pour intégrer la fonction publique. Nous avons mis en place notre groupe et moi j'ai fini mes études de 2A en 1984. Je suis rentré au Niger et j'ai été affecté à Tawa parce que je l'ai voulu, car à l'époque nous avons décidé que Feu Amadou Akali et moi nous assurions la coordination de notre groupe. Et pour cela nous avons décidé d'investir les syndicats. De façon à avoir une certaine notoriété et une certaine couverture. Et nous avons décidé d'investir le syndicat national des enseignants du Niger. Nous étions, pour la plupart d'entre nous, des enseignants. Et c'est ainsi qu'en 1985, au congrès de Dosso, du SNEN, je me suis présenté alors que je n'étais pas fonctionnaire et que j'étais interdit de syndicalisme. Mais pourtant, j'étais venu au congrès de Dosso, du SNEN. Et à cette occasion, je trouvais qu'au congrès de 1983 du SNEN tenu à Agadez, il avait été décidé qu'au congrès de Dosso, on scinderait le SNEN en 2 et qu'on créerait une fédération. Il y aurait un syndicat des enseignants du secondaire, un syndicat des enseignants du primaire et on mettrait une structure de coordination entre les deux, mais qu'ils devaient se séparer. Quand j'ai appris cela, je me suis inscrit à la commission des statuts, qui était dirigée par Feu Haruna Namagari. Et mon intervention, la première, avait été de récuser la décision prise au congrès d'Agadez. Je me souviens, Feu Haruna Namagari m'a dit non, ça ne fait pas l'objet de nos discussions, parce que cette décision a été prise par un congrès souverain. Nous sommes là pour acter cela et mettre en place les statuts de la fédération et que les deux syndicats vont se séparer. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Et je mobilisais la salle de la commission des statuts à l'unanimité pour imposer que nous ne nous divisions pas, parce que j'ai expliqué que si nous devrions être divisés, nous serons affaiblis. Et nous ne sommes même pas déjà trop nombreux pour que nous considérions qu'il y avait des raisons que nous nous séparions. Et j'ai dit aux camarades du primaire que moi je suis du secondaire, je veux venir au syndicat et vous avez besoin de moi. Moi aussi j'ai besoin de vous. Et de façon unanime, ils ont accepté et à la plénière, nous avons présenté notre rapport qui est totalement en contradiction avec la mission qui a été assignée. Ça, j'en suis fier et c'est moi qui l'ai fait. Et je suis fier d'autre chose que j'ai fait ce jour-là à la commission des statuts. J'avais institué ce qu'on appelle la commission administrative du SNEN et cette structure que nous avons créée, elle a eu la vertu d'assainir singulièrement la vie du SNEN et de la rendre encore plus fort. Là aussi, je me suis inspiré du statut du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal que j'avais ramené avec moi. Pour la petite histoire, Momodou Ndoye, qui est le secrétaire général de ce syndicat, était au congrès et je l'ai mis à contribution pour qu'il convainque Rabiou Daouda, qui était le secrétaire général du SNEN, de la nécessité d'accepter cette réforme parce que eux, ils l'ont appliquée et elle comporte beaucoup de vertus. Moi, j'ai pris le risque d'aller à un congrès sans que j'ai le droit d'être syndiqué, de prendre la parole en plénière, comme je peux le faire. Et je peux vous dire que mon passage à ce congrès a été noté. Et nous avons inspiré des résolutions qui ont fait en sorte que le président Kounché nous convoque tout le congrès de Dosso. Il nous a reçus au palais de congrès, il nous a réprimandé. Il a dit, j'ai entendu ce que vous dites. Vous dites que nous agissons sans discernement. Le mot discernement lui a fait particulièrement fâché. Et il nous a mis en garde, parce que c'est vrai, en effet, la tonalité des résolutions a changé à cause de l'influence que nous avons pu avoir sur leur contenu. Et notre groupe a décidé de poursuivre le travail d'entrisme, pour ainsi dire, dans les syndicats. Et c'est comme ça qu'en 1987, nous nous sommes mieux préparés, nous nous sommes organisés. Et il faut dire qu'en 1985, Ibrahim Mayaki et Moussa Oumarou étaient venus au titre de Niamey secondaire. Je fais la connaissance de Ibrahim Mayaki
et je l'ai encouragé à être le secrétaire général adjoint. Je l'ai trouvé très intéressant et je l'ai encouragé à être l'adjoint de Rabiou, ce que nous avons pu réaliser. Et nous nous sommes appuyés sur Ibrahim pour faire le mandat. Nous étions à la commission. Moi, j'étais à la commission administrative au titre de Tawa et j'étais l'un des principaux responsables de cette commission administrative qui contrôle le bureau exécutif national. Toujours en train de rassembler. Toujours en train de rassembler. Et nous nous sommes retrouvés au congrès de Maradi en 1987. Nous étions plus forts et notre groupe a décidé de faire entrer un certain nombre de ses membres dans le bureau exécutif national du SNEN. Et le régime aussi a compris qu'il va se passer quelque chose. Et nous étions en plein congrès quand le bureau exécutif national sortant a démissionné, alors que dans les statuts, il était prévu qu'il ne démissionne qu'à l'issue des travaux, juste au moment de mettre en place le nouveau bureau. Ils ont démissionné en bloc, en plein congrès, en disant que de toute façon, ces gens-là, jeunes qui sont venus du secondaire, qui nous mènent en bateau comme ça, sont des gens mus par des idées politiques et qu'en tout état de cause, ils seront arrêtés de toute façon aussitôt que le congrès sera terminé et que ça ne vaut pas la peine d'aller en aventure avec eux. Évidemment que cela a intimidé la masse des enseignants qui étaient présents à ce congrès. Nous avons décidé que ce soit la commission administrative qui pallie l'absence du bureau exécutif national. Le congrès a continué, je l'ai présidé avec Maman Sani Adamou de l'ORDN. Et au moment de recueillir les candidatures, alors que d'habitude, ce sont de nombreuses candidatures qu'on avait, et qu'on avait des difficultés avec la critique, l'autocritique, le vote de choisir ceux qui doivent être membres du BEN, nous n'avons eu que 11 candidats alors que nous avons 19 postes. C'était une véritable impasse. Nous avons dû reconvoquer la plénière pour nous adresser aux enseignants en leur disant que ça ne doit pas se passer comme ça. Notre syndicat, il faut que nous éteignions l'instrument de la défense de nos intérêts. Et nous avons observé une pause que j'ai mise à profit pour demander aux délégués de Tawa, moi j'étais délégué de Tawa, de faire acte de candidature. Et j'ai pu recueillir 4 candidatures de Tawa que j'ai présentées. Ça fait que nous avons eu 15. Nous avons dû changer le statut pour ramener le nombre de membres du BEN à 15 plutôt que 19. Et nous avons mis en place un bureau dans lequel notre groupe politique a été représenté par Ari Abami, Ibrahim Lawali et Tahirou Issa. Ibrahim Mayaki n'était pas tout à fait dans notre groupe, mais il n'en était pas loin. C'est ce que dans notre jargon de gauche, nous nous désignons comme étant des compagnons de route. Ibrahim Mayaki est un garçon volontaire, courageux, généreux dans ses idées. Et nous n'avons pas eu besoin de l'intégrer dans le groupe, mais nous étions totalement sûrs de lui et nous avons toujours été en phase avec lui. D'ailleurs, je ne l'ai recruté qu'à la veille de la création du PNDS. C'était en 90 seulement que je l'ai coopté parce que... Alors, donc en 87, voilà ce qui s'est passé. Sauf que le président Kounché était très malade et je me souviens que c'est pendant qu'on était en congrès qu'il était revenu de ses soins. Et nous avons, si mes souvenirs sont bons, observé d'ailleurs une pause dans les travaux de nos congrès parce qu'il avait été demandé, je crois, à tout le pays d'arrêter le travail et d'accueillir le président Kounché. Nous aussi, nous avons observé ce mot d'ordre. Quand nous étions dans notre impasse et que nous n'avons pas un nombre suffisant pour avoir un bureau complet, un des anciens membres du bureau nous a trouvé en conclave au niveau de la CA pour me dire « Bazoum, tu es là derrière à tirer le ficelle. Cette fois-ci, tu vas être obligé de te démasquer et tu vas être devant. Toi-même, il faut que tu entres dans le BEN, mais tu ne peux pas rester derrière et tirer les ficelles et instrumentaliser les autres. » Je lui ai dit, tu sais, je te fais confiance. Puisque toi, tu sais que c'est moi qui tire les ficelles, je te fais confiance pour que tu le dises aux autres et qu'ils m'arrêtent le premier. Je n'ai aucun doute que je serai le premier à être arrêté. Voilà, moi, les risques que j'ai pris. Moi, en 1987, j'étais dans un combat qui devait me conduire plutôt en prison, rejoindre Alat, c'est ce que je pensais. Je savais qu'Alat était en prison. Je savais qu'il était en prison pour son opinion politique, supposée tout simplement, sans qu'il ait agi. Mais moi, j'étais actif. Et de quelle manière? Voilà, moi, les sacrifices que
j'étais prêt à consentir pour mon pays. Moi, je ne peux pas être un Nigérien de seconde zone parce que les risques que moi j'ai pris sont des risques majeurs qui m'ont exposé à un réel danger. Par la suite, il y a le destin. Le président Kounché, malheureusement, est décédé. Le général Ali Seibou a pris sa place et lui, il a promu une autre politique qui ne nous a pas conduit à la prison, mais qui a laissé se promouvoir les syndicats. Et nous avons renforcé notre présence, tant et si bien que quand nous avons créé le PNDS et que nous avons sorti la liste du comité exécutif national, et que les enseignants avaient vu le nom de tous les enseignants qui dirigeaient les SNEN, qui étaient à la tête de ce parti, s'y sont reconnus. Et lorsque nous avons disposé de notre manifeste et de nos statuts, nous avons convoqué ce que nous appelions les commissions syndicales départementales du SNEN, régionales aujourd'hui. Nous avons épuisé notre ordre du jour à Libye et nous avons distribué les statuts du PNDS. C'est ça qui explique que tous les enseignants du Niger, où qu'ils soient, en général, en tout cas les dirigeants du SNEN les plus actifs, les plus éveillés, les plus intéressants, se sont retrouvés au PNDS. C'est ça qui a assuré sa couverture nationale au PNDS Tareya. C'est ça qui lui a assuré sa vigueur. C'est ça qui lui a assuré sa qualité intrinsèque. C'est ça qui lui a assuré ce destin qui est le sien, qui le distingue singulièrement de tous les autres partis. Et j'ai beaucoup de fierté de savoir que j'ai joué un rôle crucial dans cette histoire de notre pays, de notre parti. Moi, je ne suis pas un Nigérien de seconde zone. Ce n'est pas ces gens-là qui m'ont octroyé ma nationalité. Je l'ai par le droit garanti par les lois de la République. Mais moi, je suis un patriote. J'ai fait l'option d'aller enseigner, qui est le métier le plus beau qui puisse exister. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner mes élèves au lycée Agaba de Tawa. Et j'ai fait la politique parce que j'ai décidé d'aller dans l'enseignement pour bien faire la politique. Quand c'était interdit et quand ce n'était plus déjà interdit, j'ai beaucoup d'avantages d'avoir fait l'option de faire la politique par conviction, mais pas de façon accidentelle parce que je me suis retrouvé à tel ou tel poste à un moment donné. Donc moi, je suis différent de ces gens-là qui veulent m'accabler sur ce thème honteux. Moi, j'ai été syndicaliste, dirigeant étudiant, syndicaliste, député, ministre. Personne ne m'a pris en défaut. Moi, je suis très fier, et je le répète souvent, lorsque le 1er mai 1996, le président Barré nous avait réunis, et son conseil militaire, et nous, tous les membres du gouvernement, pour nous dire qu'il va se présenter. J'étais le seul ministre, et je parle sous le contrôle de tous les autres ministres. Tous sont vivants, à part peut-être le Premier ministre Boukari Agi. Je suis le seul dont il avait prononcé le nom pour dire il est arrivé que nous ayons douté de Bazoum, mais nous nous sommes trompés. Il est très loyal et il m'a demandé expressément de le soutenir. Nous sommes 25 ministres, il a commencé par le Premier ministre à sa droite. Moi, j'étais le 4e sur la préséance, j'étais le 2e à sa gauche. Du Premier ministre jusqu'à moi, il ne restait qu'André Salifou. Tous, pour la plupart issus de partis politiques, lui ont dit qu'ils le soutiennent. Arrivé chez moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, je voudrais qu'à cet instant-là, vous me libériez. Parce que moi, j'ai un candidat. Et c'est Issoufou Mahamadou. C'est Issoufou Mahamadou, je l'ai dit. Je ne peux pas être dans votre gouvernement et soutenir Issoufou. Et je ne peux pas me séparer de Issoufou. J'ai démissionné séance tenante. Je suis rentré à la maison. J'ai trouvé ma mère. Elle était chez moi en soins. Je lui ai dit que je viens de quitter le gouvernement. Ah, il me dit, tu as quitté le gouvernement de l'ami de Ali, Ali Saad, qui va mourir avec lui en 99. Je lui ai dit oui, j'ai fait court. Je lui ai dit, tu sais pourquoi j'ai quitté? Parce qu'il veut que je quitte Issoufou. Elle m'a dit non, Issoufou c'est ton frère, tu ne le quittes pas. Moi, voilà qui je suis. Moi. Merci. Voilà qui je suis. Merci, Monsieur le Président.